mobiliser pour nous opposer à un projet de réforme toujours inacceptable. En effet, le débat parlementaire qui s'est engagé le 7 octobre ne vient que pointer l'injustice du projet de loi. Marchant dans les traces de ses prédécesseurs, le gouvernement s'entête à vouloir imposer une nouvelle remise en cause des droits à la retraite. Il prolonge et aggrave la politique Fillon et Sarkozy par un nouvel allongement de la durée de cotisation qui a été voté la semaine dernière pour obtenir le taux plein et une hausse des cotisations sociales. Faisant écho aux attentes des salariés et des retraités, nous exigeons que le gouvernement renonce à sa mesure de report de la revalorisation des pensions. Rappelons que certes, le gouvernement ne touche pas à l'âge légal du départ à la retraite, qui reste fixé à 62 ans, comme si c'était une grande avancée sociale. Rappelons que la retraite à 60 ans avait été instaurée en 1981 et qu'effectivement à l'époque, c'était un progrès social important dans une période où l'espérance de vie augmentait. Quand les bornes d'âge ont été repoussées de 2 ans par Nicolas Sarkozy en 2010, le Parti socialiste dénonçait cette contre-réforme et promettait à qui voulait l'entendre qu'il reviendrait dessus une fois arrivé au pouvoir. Il n'en est rien, bien évidemment. Pire, le gouvernement poursuit au-delà de 2020 ce qui a été mis en place par la loi Fillon de 2003, c'est-à-dire l'augmentation continue du nombre d'annuités nécessaires. Nous en sommes à 41,5 annuités pour une retraite à taux plein, pour atteindre 42 annuités en 2023, puis 43 unités en 2035. Aujourd'hui, la durée moyenne d'activité est actuellement proche de 38 annuités. Nous le voyons donc, cotiser pendant 43 ans, cela sera impossible pour beaucoup d'entre nous. En réalité, cela conduira à baisser de nouveau le niveau de vie des retraités en y ajoutant la double peine de la décote pour celles et ceux qui ne pourront pas atteindre l'âge de 67 ans. Ce seront les salariés les moins bien payés et ceux qui ont des carrières incomplètes qui subiront le plus cette nouvelle attaque. Dans une situation où il y a près de 5 millions de chômeuses et chômeurs, et avec un taux de chômage des jeunes de 25%, où la moitié des salariés ne sont plus dans l'emploi au moment de faire valoir leurs droits à la retraite, où l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire commence à regresser, les projets du gouvernement sont inacceptables. Ce que nous refusions en 2010, nous ne l'accepterons pas en 2013. Mais le projet gouvernemental comporte d'autres points inacceptables. Les retraités sont mis à contribution. Si les députés ont rejeté le rapport de la revalorisation de la pension, il n'en reste pas moins que la situation des retraités se dégrade avec une chute du pouvoir d'achat et une dégradation des conditions de vie touchant principalement les femmes. Les salariés sont mis à contribution. Il est prévu une hausse des cotisations sociales de 0,15 pour les salariés et les entreprises en 2014, puis des augmentations chaque année pour atteindre 0,30 en 2017. Mais le gouvernement a déjà annoncé que les cotisations patronales seront compensées par des baisses sur d'autres cotisations sociales. Qui va payer ce nouveau cadeau au patronat? C'est ce que le gouvernement appelle les efforts partagés. Il y a des guillemets dans le texte. Les inégalités entre les femmes et les hommes persisteront. Ces inégalités femmes-hommes se traduisent aujourd'hui en matière de retraite par une différence de pension en moyenne de 33%. Le gouvernement propose de remplacer les 10% de majoration de pension pour les parents de 3 enfants par une somme forfaitaire attribuée en priorité aux mères, mais repousse en 2020 son application. D'autres mesures sont annoncées comme une meilleure prise en compte du congé de maternité et des temps partiels, mais trop timides pour réellement permettre de réduire les inégalités actuelles de pension. Ces mesures seront très loin de compenser les conséquences
du nouvel allongement du nombre d'annuités, source d'une nouvelle augmentation des inégalités femmes-hommes. En ce qui concerne les jeunes, des députés ont déposé des amendements reprenant les propositions portées par nos organisations syndicales, notamment pour la prise en compte des années d'études, de stages et d'apprentissage. Mais cela ne va pas assez loin car on leur refuse toujours un vrai statut. Sur la pénibilité enfin, le gouvernement crée un compte individuel de prévention de la pénibilité effectif en 2015, financé seulement pour partie par l'ensemble des entreprises. Ce compte permet, après 20 ans de travail pénible, une formation permettant une reconversion, un temps partiel payé à temps complet à 60 ans ou un départ en retraite à 60 ans au lieu de 62 ans. Les facteurs de stress ou de caractère cumulatif des expositions ne sont pas intégrés. Les inégalités face à l'espérance de vie, notamment en bonne santé, exigent la prise en compte réelle de toutes les formes de pénibilité au travail. Notons que le rapport des forces commence là également à peser, puisque les députés ont avancé de 57 à 52 ans l'âge ouvrant la possibilité à des aménagements pour la prise en compte de la pénibilité. Cette disposition va dans le bon sens, mais une vraie prise en compte de la pénibilité devrait permettre aux travailleurs exposés de bénéficier d'un départ anticipé à 55 ans. Or, le gouvernement ne s'inscrit pas du tout dans cet objectif. Et dans tout cela, quelle est la participation des patrons à cet effort dit partagé? Je remets les guillemets. Il est quasiment nul. Il y a 30 ans, les entreprises distribuaient 100 milliards de profits. Aujourd'hui, c'est 230 milliards. Elles attribuent alors 30% des bénéfices aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 80%. En 2012, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont atteint 40,9 milliards d'euros, soit 5% d'augmentation. Et pour clôturer le panorama, nous venons d'apprendre que la France se place à la première place du nombre de millionnaires en Europe. Vous pouvez huer. Tout cela au détriment de l'emploi, de l'investissement et des salaires, et en conséquence au détriment du financement de la protection sociale, retraite et sécu. Et les grands patrons osent venir se plaindre de la crise et du coût du travail, entre guillemets. Pour financer notre système de retraite par répartition et l'améliorer, il est possible d'augmenter le taux de cotisation patronale qui n'a pas bougé depuis 1979. Il suffirait pour cela qu'un peu moins de dividendes soient versés aux actionnaires. Les cotisations doivent être élargies à l'ensemble des revenus distribués par les entreprises. Salaires, mais aussi intéressement, stock options, bonus et dividendes. Et bien sûr, il faut remettre en cause les exonérations de cotisations patronales qui n'ont pas prouvé leur efficacité économique et sociale. Ce que nous réclamons, c'est une meilleure répartition des richesses. Pour nous faire entendre, il nous appartient à nous, les salariés, d'intervenir sur cette répartition des richesses créée par notre travail, dans chaque entreprise, dans chaque collectivité, à partir de la réalité de chacune. Pour gagner sur les salaires, l'emploi, l'égalité professionnelle et améliorer nos conditions de travail, c'est dans chaque groupe, chaque branche professionnelle qu'il est nécessaire de gagner l'ouverture de négociations pour porter nos revendications pour une autre répartition des richesses. Le prix de notre travail doit l'emporter sur le coût du capital. Cette nouvelle journée unitaire de mobilisation interprofessionnelle, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire, s'inscrit dans un processus de mobilisation sociale et citoyenne pour mettre un coup d'arrêt à cette nouvelle attaque de nos droits à la retraite. Ce processus de mobilisation unitaire
doit nous permettre d'ouvrir doit nous permettre d'ouvrir des perspectives d'amélioration pour les salariés, les retraités et les privés d'emploi. De la participation de chacune et chacun des dépenses à force et de celle-ci la possibilité de gagner. Je vous remercie. Bravo!